Un philosophe a-t-il une vie? Peut-on écrire sa biographie? Telle est la question qui avait été posée en octobre 1996 à un colloque à New York. Thinking Lives, the Philosophy of Biography and the Biography of Philosophers. Donc la philosophie de la biographie et la biographie des philosophes. Dans un texte qui devait introduire une discussion avec Jacques Derrida, le critique Jeffrey Bennington avait écrit ceci. Donc je vais citer un paragraphe de M. Jeffrey Bennington. Derrida nous laisse face à deux interrogations. Premièrement, à quoi ressemblerait une biographie de Derrida? Et deuxièmement, à quoi ressemblera le genre biographique après Derrida? Bien entendu, donc on écrit là en 1996, donc il y a plus de 20 ans, bien entendu, on peut s'attendre à ce qu'un jour Derrida fasse l'objet d'une biographie. Et alors, rien ne pourra empêcher que celle-ci s'inscrive dans la veine traditionnelle du genre. J'imagine qu'on trouvera beaucoup d'anecdotes à raconter, des commentaires à rapporter sur d'autres philosophes. Mais, continue M. Bennington, ce type d'écriture, fondée sur la complaisance et la récupération, devra tôt ou tard se trouver confronté au fait que le travail de Derrida en aurait sans doute ébranlé les présupposés. Il y a fort à parier que l'un des derniers genres d'écriture savante ou quasi savante à être affecté par la déconstruction sera celui de la biographie. Ne serait-il pas urgent de repenser la possibilité de la biographie à la lumière de la déconstruction? Est-il possible de concevoir une biographie multiple, stratifiée plutôt que hiérarchisée? Une biographie fractale qui échapperait aux visées totalisantes et téléologiques qui ont toujours commandé au genre. Fin de citation. Lorsque j'ai découvert ce paragraphe en 2007, au début de mes recherches pour la biographie de Derrida, il a été pour moi comme une provocation bienvenue. En préparant mon livre, je me suis bien sûr efforcé d'échapper à l'écriture fondée sur la complaisance et la récupération que dénonce Jeffrey Bennington. Et pourtant, la biographie que j'ai écrite est assez différente de celle qu'il évoque dans ces quelques lignes. Même s'il m'importait de travailler de manière multiple, stratifiée, plutôt que hiérarchisée, même s'il m'importait d'éviter les visées totalisantes et téléologiques, j'ai moins cherché au bout du compte à proposer une biographie derridienne qu'une biographie de Derrida. Le mimétisme en cette matière, comme en pas mal d'autres matières, ne me semble pas le meilleur service que nous puissions rendre aujourd'hui à Jacques Derrida et à son œuvre. Il était Derrida. Nous ne pouvons pas l'imiter. Et ce sont d'autres questions qui n'ont cessé de m'occuper pendant les 3 années très intenses et passionnantes que j'ai consacrées à cette biographie. Questions qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un petit livre complémentaire, un companion book, diraient les anglo-saxons, 3 ans avec Derrida, les carnets d'un biographe. C'est le journal que j'ai tenu véritablement pendant l'écriture de la biographie, après les rencontres, un journal qui consigne mes doutes, mes difficultés et mes réflexions sur le genre biographique. Parmi ces questions que je me suis posées, 2 sont véritablement au cœur de l'œuvre de Derrida, l'archive et le secret. La biographie que j'ai écrite n'a rien voulu s'interdire a priori. J'ai tenté d'entrelacer l'histoire d'un individu et son inscription dans le XXe siècle, la genèse d'une pensée et la réception d'une œuvre, une exceptionnelle série d'amitiés et une non moins longue série de polémiques. Je me suis intéressé à ses goûts, à ses liens avec sa famille et à beaucoup d'autres aspects de son existence, chaque fois qu'ils m'ont paru éclairants.
Pour mener à bien un tel projet, j'ai naturellement entrepris une lecture, ou une relecture dans certains cas, aussi complète que possible d'une œuvre dont on connaît l'ampleur. 80 ouvrages publiés en français, c'est au moins ça, largement ça. 80 ouvrages publiés en français, d'innombrables textes non repris en volume, mais je me suis surtout appuyé sur les archives considérables que Derrida nous avait laissées, ainsi que sur des rencontres avec de très nombreux témoins de toutes les périodes. Ceux qui ont lu, même un petit peu Derrida, le savent, l'archive était pour lui une vraie passion et un thème constant de réflexion. On se souvient que l'un de ses livres s'intitule, par exemple, « Mal d'archives ». Mais l'archive n'était pas qu'un thème philosophique, c'était aussi pour Derrida une réalité quotidienne et très concrète. Comme il le déclara dans une de ses dernières interventions publiques, je cite, « Je n'ai jamais rien perdu ou détruit, jusqu'au petit papier que Pierre Bourdieu ou Étienne Balibar venaient glisser sous ma porte. J'ai tout, les choses les plus importantes et les choses apparemment les plus insignifiantes. » Fin de citation. Ces documents, Derrida souhaitait qu'ils soient accessibles et consultables. Et dans un entretien de 2001, il expliquait même « Le grand fantasme, c'est que tous ces papiers, livres ou textes ou disquettes me survivent déjà. Ce sont déjà des témoins. Je pense tout le temps à ça. À qui viendra après ma mort ? Regardez par exemple ce livre que j'ai lu en 1953 et demandera « Mais pourquoi a-t-il coché ça ? Pourquoi a-t-il mis une flèche là ?» Je suis obsédé par la structure survivante de chacun de ces bouts de papier, de ces traces. Fin de citation. Vous imaginez l'impression forte qui était la mienne quand je tombe sur un texte comme celui-là, pendant mes recherches, et je pense tout le temps à ça, à qui viendra après ma mort. Il y a dans l'acte biographique une indiscrétion, mais ici il y avait aussi comme une invitation. Ce thème de l'archive conservée obsessionnellement, pas simplement comme une habitude personnelle, mais vraiment comme une volonté, ce thème, Derrida est revenu dessus en juin 2004 à Strasbourg, dans son dernier dialogue public avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Il était déjà extrêmement malade, il va mourir en octobre 2004, 4 mois plus tard, et donc, évidemment, les réflexions sur l'archive et la mémoire prennent une autre résonance. L'archive devient une question indissociablement personnelle et philosophique. Je cite à nouveau Derrida. « Dans mon anticipation de la mort, dans mon rapport à la mort à venir, dont je sais qu'elle m'annihilera et qu'elle m'anéantira totalement, il y a souterrainement le désir testamentaire, le désir que quelque chose survive, soit laissé, soit transmis, un héritage ou quelque chose à quoi je n'aspire pas, qui ne me reviendra pas, mais qui peut-être restera. Et ça, c'est un sentiment qui ne me hante pas seulement pour ce qu'on appelle les œuvres ou les livres, mais pour n'importe quel geste quotidien ou banal qui aura été le témoin de ça et qui gardera la mémoire de ça quand je ne serai plus là. Or, j'ai dit que ça faisait partie non pas de la mort, de l'expérience impossible de la mort, mais de mon anticipation de la mort. Alors pour moi, ça a toujours pris un caractère obsessionnel, qui ne concerne pas seulement les choses qui sont dans le domaine public, l'écriture, mais même les choses privées. Ce genre de pensée que j'appelle testamentaire m'a toujours hanté. L'essentiel de ces considérables archives personnelles de Derrida se trouve rassemblé dans 2 grands fonds que j'ai minutieusement parcourus. Il y avait la Special Collection de la Langston Library de l'Université d'Irvine, en Californie, et puis le fonds Derrida de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, à l'abbaye d'Ardenne, près de Caen, en Normandie, un lieu que vous connaissez fort bien et dont vous avez même vu la naissance. J'ai dû me familiariser petit à petit avec une graphie très difficile à déchiffrer.
Derrida avait quelquefois du mal à se relire lui-même. Il n'y avait que sa femme qui était capable de le relire, dans des notes informes. Et moi-même, après quelques mois, j'étais devenu très bon. Aujourd'hui, j'ai perdu une partie de cet art, de ce talent. J'ai eu la chance d'explorer l'extraordinaire somme de documents accumulés par Derrida tout au long de sa vie. Les travaux scolaires, les carnets personnels, les manuscrits de livres, les jeux d'épreuves corrigés, les manuscrits des cours, des séminaires, les entretiens non repris dans des livres, les articles de presse, la correspondance reçue, très abondante, les photographies, sans oublier ce qu'il appelait, d'un mot valise, il aimait beaucoup les jeux de mots, les affétiches. Mélange de fétiche et de affiche. Les affétiches, des petites affiches, des invitations, des souvenirs de doctorat honoris causa, une casquette, un t-shirt, tout ce qu'on peut recevoir au cours de sa vie, au cours de voyage. Tout était conservé. Il y avait même dans le jardin à Ris-Orangis une cabane remplie de ces choses. Les correspondances sont bien sûr ce qui m'importait le plus. Mais le biographe, on l'oublie quelquefois, beaucoup de gens l'ignorent, le biographe doit aussi se faire créateur d'archives. Car si Jacques Derrida conservait scrupuleusement tout ce qu'on lui envoyait, il ne faisait pas de brouillon ou de double de ses propres lettres, sauf quelquefois dans sa jeunesse pour des lettres officielles. D'importantes recherches ont donc été nécessaires pour retrouver et avoir l'autorisation de consulter les plus importantes de ses correspondances. Par exemple, celles avec Louis Althusser, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot, Michel Foucault, Emmanuel Lévinas, Philippe Solers, Paul Demand, Roger Laporte, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe et Sarah Kaufmann. Je ne cite ici que quelques noms célèbres, mais il y a des lettres parfois encore plus précieuses, encore plus révélatrices, adressées à des amis, et notamment des amis de jeunesse. Et j'ai mis très longtemps, je le raconte dans 3 ans avec Derrida, à retrouver la trace d'un grand ami de jeunesse, Michel Monory, dont je pressentais qu'il avait été très proche de Jacques Derrida, et que peut-être il avait beaucoup de lettres. J'ajoute ici une anecdote hors texte. Il n'y avait aucune trace de lui, parce que ce n'était pas quelqu'un de très connu. Marguerite Derrida n'avait pas son adresse, et donc je cherchais sur Internet, sans rien trouver. Et je me suis inscrit à un site qui s'appelle Copains d'avant, pour les anciens amis d'école. Et j'ai réussi à retrouver son école, et à travers ça, son adresse. Mais je n'avais que le nom de la rue, pas le numéro. Alors j'ai écrit une lettre que j'ai photocopiée en 6 exemplaires, et j'ai mis des numéros différents, père, impair, etc. Et finalement, une de ces lettres a dû arriver à la bonne personne, et Marguerite Derrida me dit un jour, grâce à vous, Benoît, j'ai retrouvé Michel Monory. Je dis, mais moi j'aimerais bien le retrouver aussi, mais voilà son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. Je l'appelle. Nous nous fixons un rendez-vous à Paris, au quartier latin, tout près de l'endroit où il était étudiant avec Jacques, à côté de la Sorbonne, du lycée Louis-le-Grand. Et puis à la fin du rendez-vous, je lui dis, « Monsieur Monory, vous avez des lettres de Jacques Derrida ?» Il me dit, « Oui. » Je dis, « Vous avez beaucoup de lettres de Jacques Derrida ?» Il dit, « Oui, on peut dire ça. » Je dis, « Et vous ne les avez pas apportées ?» Et il dit, non, je voulais voir comment vous étiez. Mais vous pouvez venir chez moi la semaine prochaine. Et j'ai découvert 130 lettres de jeunesse extraordinaires. Mais il m'avait fallu une patience très très longue pour le retrouver et puis pour le persuader. Et maintenant, ce monsieur est mort. Il m'avait dit quelque chose de très beau lors d'une de nos rencontres, parce qu'une biographie, c'est aussi une affaire de rencontre et d'amitié parfois, à travers une personne que nous avons en commun. Il s'était replongé dans ses lettres, dont beaucoup dataient de la période de la guerre d'Algérie où il avait été soldat. Et il me dit un jour, « Vous m'avez conduit à revisiter ma jeunesse plus tôt que je ne pensais le faire. » C'était quand même un monsieur de 80 ans à peu près, vous imaginez, comme c'était chargé et comme la relation avec Jacques Derrida amenait aussi chacun à s'interroger sur sa propre trajectoire. Je reviens à mon texte. Particularité non négligeable, ma biographie s'est écrite dans l'immédiat après coup. Elle a été commencée en 2007, 3 ans après la disparition de Jacques Derrida, et publiée en octobre 2010, l'année où il aurait eu 80 ans.
Il aurait donc été absurde de ne s'appuyer que sur des matériaux écrits, alors que beaucoup de proches du philosophe étaient potentiellement accessibles. C'était une évidence en même temps qu'un devoir. Il me fallait recueillir leurs témoignages, car je savais que plusieurs allaient disparaître. Alors je me disais quelquefois, à supposer que je sois un mauvais biographe, que mon livre ne plaise pas, au moins j'aurais recueilli des témoignages et d'autres gens viendront après moi et pourront les consulter aussi. La confiance, parmi les témoins, la confiance que m'a accordée Marguerite Derrida, son épouse, a été déterminante. Elle m'a laissé accéder librement à l'ensemble des archives et elle a répondu à mes entretiens, très souvent, très longuement, et parfois je revenais sur certaines questions. D'autres rencontres ont été essentielles, souvent longues, parfois répétées. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec le frère aîné de Derrida, René, sa sœur cadette, une de ses cousines qui se définissait comme sa cousine préférée, ainsi qu'avec beaucoup de camarades de jeunesse, de manière à éclairer ce qu'il appelait quelquefois une adolescence de 32 ans. 32 ans, c'était l'âge de la publication de son premier livre, mais ça veut dire aussi qu'il considérait qu'il était né adolescent. Elle avait commencé dès sa naissance. J'ai pu interroger des amis de toutes les époques, des éditeurs, des collègues, des étudiants, et même quelques-uns de ses ennemis. Mais bien sûr, Marguerite me dit « Ah, vous avez vu Jean-Pierre Faye ?»« Ah oui, j'ai vu Jean-Pierre Faye, j'ai passé toute l'après-midi. Il vous a dit beaucoup de mal. »« Ah oui. Bon. Après, Jean-Pierre Faye a dit « Oh, c'est terrible parce que de ce que j'ai dit sur Derrida, Benoît Peeters n'a pas tout gardé. J'avais dit beaucoup de mal en plus. » J'estimais que j'avais gardé assez de propos comme ça. Mais je l'ai écouté parce qu'il y a toujours des choses à prendre. Mais bien sûr, certains témoins importants avaient déjà disparu, d'autres sont restés introuvables, quelques-uns n'ont pas souhaité me rencontrer, ou d'autres étaient dans des pays trop lointains. Une biographie se construit aussi à partir des obstacles et des refus, ou des résistances, pour reprendre un mot qui était cher à Jacques Derrida, il appartient à la pensée, à la politique, à la psychanalyse. Il m'est souvent arrivé d'être pris de vertige devant l'ampleur de la tâche dans laquelle je m'étais lancé, avec un peu d'imprudence. Le projet était à bien des égards impossible tant il y avait de choses que l'écriture de ce livre devait m'apprendre à moi-même avant que je ne puisse les écrire. L'histoire de l'Algérie, les traditions juives, la réception de Heidegger en France, la concurrence entre les universités américaines, etc., etc. Sans parler de Derrida, qui est à lui seul, par l'ampleur et la complexité de son œuvre, une sorte de continent. Mais le plaisir de la recherche était si grand, les rencontres souvent si riches, que j'ai préféré laisser là mes doutes et mes scrupules. J'avais signé un contrat, je m'étais lancé dans le projet, il fallait y aller. Si je n'étais pas un spécialiste de Derrida, si mes études de philosophie étaient lointaines, j'étais pourtant loin d'être un étranger à son monde. L'œuvre de Jacques Derrida m'avait accompagné depuis ma première lecture du livre de la grammatologie en 1974, quand j'étais élève d'Hippocane au lycée Louis-le-Grand, où lui-même avait été élève 25 ans plus tôt. Certes, je n'avais pas tout compris de ce livre à cette première lecture. J'étais loin de disposer de toutes les références, mais il m'avait suffisamment fasciné pour me donner le goût de Derrida et l'envie d'aller l'écouter quelquefois à son séminaire de l'École normale supérieure. J'avais retrouvé Jacques Derrida 10 ans plus tard, à l'époque où nous étions allés le trouver, la photographe Marie-Françoise Plissard et moi-même, avec un livre que nous avions préparé ensemble, Droit de regard, un récit photographique entièrement muet, pour lequel nous lui demandions une préface. Derrida nous avait reçus, nous avait expliqué à quel point il était séduit par le travail, mais à quel point il était débordé et combien il était, hélas, impossible de les faire. « Ah, si j'avais le temps, disait-il. » Nous lui avions répondu « Prenez-le, nous vous attendrons. » Et au lieu d'une préface, il avait fait une lecture de 60 pages environ, qui fait partie intégrante de ce livre et lui apporte une richesse extraordinaire. J'avais voyagé avec lui à cette occasion, lorsque nous avions présenté le livre dans plusieurs pays. Je n'avais jamais cessé de le lire, même si j'étais loin d'avoir tout lu. Mais là,
pendant 3 années, quand je travaillais à cette biographie, il a rempli mes journées, mes soirées, s'insinuant parfois jusque dans mes rêves. J'en raconte 1 ou 2 dans le livre. Écrire une biographie, ce n'est pas simplement un travail, c'est vivre une aventure intime et parfois intimidante. Quoi qu'il arrive, quels que soient mes prochains travaux, Jacques Derrida fait désormais partie de ma propre vie comme une sorte d'ami posthume. C'est une étrange amitié à sens unique qu'il n'aurait pas manqué d'interroger, mais que toute personne qui travaille longuement sur un auteur et qui fréquente les documents qu'il a laissés doit ressentir. J'en suis persuadé. Il n'existe de biographie que des morts. Pour un vivant, on peut proposer un portrait, ce qui est tout à fait différent. Et donc, au livre que j'ai écrit, il manquera toujours le lecteur suprême, le disparu, Derrida lui-même. Ce sujet, devenu mon objet, le voici qui se tenait devant moi, présent autant qu'absent, vulnérable, comme à ma merci. Dans les papiers qui étaient là, que je compulsais, que peut-être certains n'avaient jamais, aucune autre personne n'avait jamais lu et par lui, il y avait parfois des dimensions extrêmement intimes et la nécessité d'avoir beaucoup de discernement pour les utiliser. Je le savais, jamais il ne pourrait me répondre. Et pourtant, c'est sous son regard que je n'ai cessé d'écrire, comme s'il fallait qu'il puisse me lire sans que je doive en rougir. S'il existe quelque chose comme une éthique du biographe, c'est de ce côté-là qu'elle se loge. En écrivant la biographie de Derrida, si peu de temps après la disparition de celui qui portait ce nom, comment ne me serais-je pas senti interpellé par un passage de son tout dernier séminaire, La bête et le souverain. Je fais une citation un peu longue de Derrida. Qu'est-ce que l'autre, ou les autres, au moment où il s'agit de répondre à la nécessité de faire quelque chose de moi, de faire de moi quelque chose, ou leur chose, dès l'instant où je serai, comme on dit, parti, c'est-à-dire décédé, passé, trépassé, quand je serai, selon toute apparence, absolument sans défense, désarmé, entre leurs mains, c'est-à-dire, comme on dit, mort. L'autre, c'est ce qui pourrait toujours, un jour, faire de moi et de mes restes quelque chose, une chose, sa chose, quel que soit le respect ou la pompe, par vocation funèbre, avec lesquels il traitera cette chose singulière qu'on appelle mes restes. L'autre m'apparaît comme autre en tant que tel, en tant que celui, celle ou ceux qui peuvent me survivre à mon décès et procéder alors comme ils l'entendent, souverainement, et disposer de l'avenir de mes restes, s'il y en a. Fin de citation. Comment n'aurais-je pas été hanté par ces questions après avoir découvert dans les archives réunies à Irvine un fragment de journal intime dans un petit carnet et cette phrase datée du 24 décembre 1976. Je cite, « Qui lirait ces notes sans me connaître, sans avoir tout lu et tout compris de ce que j'ai écrit ailleurs, y resterait sourd et aveugle, alors qu'il aurait enfin l'impression de comprendre facilement. » Fin de citation. C'est comme si Jacques Derrida avait anticipé ma place et jusqu'à mes indiscrétions, ce qui rendait ma responsabilité encore plus importante. Je ne suis pas sûr que l'expression habituelle de biographie intellectuelle convienne pour qualifier le livre que j'ai écrit. Bien sûr, quand on écrit la vie d'un écrivain, d'un savant ou a fortiori d'un philosophe, c'est le modèle de la biographie intellectuelle qui semble a priori s'imposer. Et c'est d'ailleurs sous cette étiquette commode que je me présentais lorsque je prenais contact avec les témoins de sa vie. Je téléphone, oui, bonjour, je suis en train d'écrire biographie de Jacques Derrida. Ah oui, une biographie intellectuelle, naturellement. Mais en réalité, l'expression m'agaçait par les exclusions qu'elle semble impliquer
l'enfance, la famille, l'amour, la vie matérielle, la maladie, l'argent. J'ai découvert au cours de mes recherches, heureusement, que Jacques Derrida, qui portait à la question de la biographie beaucoup plus d'intérêt qu'on ne pourrait le croire, se méfiait lui aussi d'une biographie qui ne serait que intellectuelle. Il l'affirme sans détour dans le petit livre « J'ai le goût du secret », livre d'entretien avec le philosophe italien Maurizio Ferraris. Derrida dit « L'expression biographie intellectuelle est très problématique, comme l'est d'ailleurs, un siècle après l'invention de la psychanalyse, celle de vie intellectuelle consciente. » Derrida revient alors sur un événement fondateur dans sa vie, le moment en 1942, à Alger, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été exclu du lycée par les mesures antisémites du régime de Vichy. Derrida explique à Ferraris, pour un événement comme celui-là, il n'est pas possible de discerner, ni pour moi, ni pour quiconque, entre le biographique et l'intellectuel, le biographique non intellectuel et le biographique intellectuel, le conscient et l'inconscient. Et dans une séance de séminaire, en 1995, Derrida insiste encore sur ce point. Je cite, « À un certain moment de la vie d'un homme public, de ce que selon des critères bien confus, on appelle un homme public, toute archive privée, à supposer que ça ne soit pas une contradiction dans les termes, est destinée à devenir une archive publique, dès lors qu'elle n'est pas immédiatement brûlée. Et encore, à condition que brûlée, elle ne laisse pas traîner derrière elle la cendre parlante et brûlante de quelques symptômes archivables par l'interprétation ou la rumeur publique. Donc Derrida ne se méfie pas tant que ça de cet entremêlement étrange entre l'œuvre, la vie publique, la vie privée, le conscient et l'inconscient. Dans son livre Glas et quelques autres textes, Derrida lui-même n'hésite pas à recourir abondamment à la correspondance de Hegel. Il évoque ses liens familiaux, ses soucis financiers, sans considérer ces textes comme mineurs ou étrangers au travail philosophique de Hegel. Dans une des dernières séquences du film américain qui lui est consacré, Derrida, il va même plus loin et répond de manière volontairement provocatrice que ce qui l'intéresserait, s'il pouvait voir un documentaire avec Kant, Hegel ou Heidegger, un documentaire sur Kant ou Hegel, si le cinéma avait existé. Ce qui l'intéresserait le plus, ce serait, dit-il, leur vie sexuelle. Je cite, « J'aimerais les entendre parler de leur vie sexuelle. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou Heidegger ? Parce que c'est quelque chose dont ils ne parlent pas. J'aimerais les entendre évoquer J'aimerais les entendre évoquer quelque chose dont ils ne parlent pas. Pourquoi les philosophes se présentent-ils dans leur œuvre comme des êtres asexués ? Pourquoi ont-ils effacé leur vie privée de leur œuvre ? Pourquoi ne parlent-ils jamais de choses personnelles ? Je ne dis pas qu'il faudrait faire un film porno sur Hegel ou Heidegger. Je veux juste les entendre parler de la part que l'amour a jouée dans leur vie. Comment ne pas penser, pour moi, pour Derrida aussi, à la longue relation entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Une relation que Derrida avait d'ailleurs évoquée de façon sérieuse et attentive dans une autre séance du séminaire de la même année. Alors que les philosophes chuchotaient, en parlaient discrètement, mais se gardaient bien de dire un mot précis là-dessus. Derrida dit « Je pense qu'il nous faudra bien un jour, s'agissant d'Hannah Arendt et de Heidegger, parler ouvertement, dignement, philosophiquement, à la hauteur et selon les dimensions appropriées de la grande passion partagée qui les lia l'un à l'autre pendant ce qu'on peut appeler toute une vie, à travers ou au-delà les continents, les guerres, l'Holocauste. Cette passion singulière dont l'archive, si on peut dire, avec ses innombrables fils historiques, à la fois politiques, philosophiques, publics, privés, manifestes ou secrets, académiques et familiaux, dont cette archive se découvre peu à peu. Eh bien, cette passion d'une vie
mérite mieux que ce qui l'entoure en général un silence gêné ou pudique d'une part, ou d'autre part, la rumeur vulgaire ou le chuchotement des couloirs académiques. Fin de citation. Ces quelques lignes ont été déterminantes pour moi lorsqu'il s'est agi d'évoquer certains des aspects les plus intimes, les plus délicats, amoureux et familiaux de la vie de Jacques Derrida, et notamment sa longue histoire d'amour avec Sylviane Agacinski. Elle ne souhaitait pas me rencontrer, c'était un témoin clé qui se dérobait, et pourtant je ne pouvais pas éviter de parler d'elle tant leur histoire avait été importante, et pour reprendre les termes de Derrida, indissociablement politique, philosophique, publique et privée, liée à son travail comme à sa vie. Sur cette question et quelques autres à peine moins délicates, je ne pouvais pas avancer sans précaution, d'autant que mes devoirs, si j'ose dire, ne concernaient pas uniquement Derrida, dont je tentais de raconter la vie, mais aussi tous ceux qui l'avaient côtoyé. Pour le biographe qui travaille comme moi dans l'immédiat après-coup, alors que tant de témoins sont encore vivants, alors que le temps du deuil n'est pas achevé, ces questions sont particulièrement brûlantes. Une phrase maladroite peut suffire à blesser durablement. Et donc, si je me suis efforcé de ne rien taire d'important, il m'a fallu parfois écrire à mots couverts. Le tact est une qualité nécessaire pour un biographe. Il ne faut pas toujours être dans la recherche du scoop, contrairement à ce qu'attendent les journalistes et quelquefois les éditeurs. Pourtant, quels que soient ses efforts, le biographe en dira toujours trop pour les plus proches et jamais assez pour les autres, ces lecteurs auxquels il se doit aussi. Pendant longtemps, il faut le reconnaître, la biographie, en tant que genre, a manqué de défenseurs. C'est comme si elle était un genre bâtard, impur, toujours au bord de l'indignité. Comme si le biographe ne pouvait avoir ni l'imagination du romancier, ni la rigueur de l'historien. Comme s'il était condamné, ainsi que le disait Bennington, à l'anecdote ou à la complaisance. Mon sentiment personnel est tout différent. La biographie, la recherche biographique, me donne la chance d'une rencontre prolongée avec un autre. Elle m'offre l'ampleur d'un monde et le luxe du détail, tout en me protégeant du sentiment de l'arbitraire ou de la contingence. Si j'invente une histoire, si j'invente un personnage, il pourrait toujours être différent. Ici, je m'accroche malgré tout à une matière existante et réelle. La biographie me permet d'évoquer un personnage qui est aussi et avant tout une personne, dans le bonheur de sa complexité et de ses contradictions. Mais elle me charge aussi d'une responsabilité particulière, que le roman connaît, mais que la biographie rencontre de manière superlative, jour après jour, et même phrase après phrase. L'exigence de vérité, ou en tout cas, puisque le mot vérité est bien chargé philosophiquement, ou en tout cas de rigueur, d'authenticité et d'historicité, ne peut pas être oublié un seul instant. Il existe en ce sens un pacte biographique, bien différent du pacte romanesque que l'auteur et le lecteur entretiennent, et assez différent du pacte autobiographique dont Philippe Lejeune est le grand spécialiste. Quand j'écris une biographie, j'essaie de n'escamoter aucune information délicate, mais je veux encore moins me transformer en procureur ou en inquisiteur. Je choisis, mais je me refuse à truquer et à tronquer. Je raconte, mais je m'évertue à ne pas inventer. Ou plutôt si j'invente, mais au sens presque scientifique du terme. J'invente une vie comme un objet nouveau que je découvre en rassemblant des matériaux. Ces matériaux sont épars et j'essaie peu à peu de leur donner une continuité, une cohérence, ou si l'on préfère, un sens. Et je m'en suis rendu compte. Ces vies qui nous fascinent, par exemple celle de Ludwig Wittgenstein ou celle de Walter Benjamin, deux des philosophes qui ont donné naissance au plus grand nombre de biographies. Ces vies
n'ont pas toujours existé en tant que tels. Lorsque le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein est paru, il disait « il n'y a rien à dire de moi ». Mais je crois que c'est le Tractatus est le premier livre de Ludwig Wittgenstein. Aujourd'hui, toute l'histoire du Tractatus nous est connue. Il a fallu plus d'une biographie pour qu'une suite d'événements et d'écrits se transforme en un destin. Quant à Walter Benjamin, il ne connaissait pas le dernier chapitre de son histoire, sa mort tragique, au début de la Seconde Guerre mondiale, à la frontière espagnole, cette mort qui donne un sens rétrospectif à toute sa vie et colore l'ensemble de ses écrits. Je le reconnais bien volontiers. Il entre dans la démarche biographique une forme de naïveté ou à tout le moins quelques illusions, au sens où l'entendait Pierre Bourdieu. Écrire une biographie, c'est accepter d'isoler un individu, de le décrire comme une unité, d'accorder du sens à son origine. Autant de présupposer qu'une œuvre comme celle de Derrida s'est inlassablement employée à défaire, c'est-à-dire à déconstruire. Mais je le sais également, aussi frustrant que cela soit parfois, je ne pourrai pas dire le tout de ce qu'il fut. Quoi que je fasse, je ne l'atteindrai pas tout entier. Une part de lui se dérobera statutairement, essentiellement. Et c'est ici que le secret prend évidemment toute sa dimension à côté de l'archive et dans un jeu permanent avec lui. Et j'ai d'ailleurs placé cette longue biographie de Derrida sous le signe de ce manque fondamental. Je l'ai avoué d'entrée de jeu à travers cet exergue emprunté à un texte important de Jacques Derrida, Circonfession. Voici la petite phrase. « Personne ne saura jamais à partir de quel secret j'écris, et que je le dise, n'y change rien. Le secret n'est pas une anecdote que l'on pourrait dévoiler, le secret est essentiel. Il y a toujours un secret derrière le secret, une explication ultime qui se dérobe. Et pourtant, en un sens, tout en sachant que c'était impossible, ce que j'ai cherché à écrire, c'est bien une sorte de biographie totale. Écho de la formule de Sartre, célèbre et magnifique, « Que peut-on savoir d'un homme ?» Que peut-on savoir d'un homme ? Mais la totalité que j'ai visée n'est pas d'ordre quantitatif. Je n'ai pas cherché à décrire sa vie jour après jour, à reconstituer ses agendas, avec leur suite interminable de rendez-vous, de dîners en ville, de rencontres avec des étudiants et des collègues, d'articles et de conférences, d'obligations et de voyages. Je n'ai pas cherché à épuiser sa vie, ce qui aurait au passage épuisé mon lecteur, et moi-même d'ailleurs. Mais j'ai cherché à le saisir dans ce qu'il avait de plus précieux et de plus révélateur. Ce qui manque souvent le plus à une biographie, à la biographie d'une grande figure, grand personnage, homme ou femme, ce sont les choses mêmes qui donnent à sa vie tout son prix. La création, la pensée ou l'amour en tant que tel. Nous n'avons pas la chance d'accompagner Rainer Maria Rilke à l'instant où il écrit les élégies de Duino, ni d'être derrière l'épaule d'Einstein quand il conçoit la théorie de la relativité, restreinte ou générale. Nous n'étions pas avec Derrida et dans sa tête au moment où il a la première intuition du concept de la différence avec un A ou de la déconstruction. À l'inverse, ce qu'une biographie va saisir le plus facilement, c'est l'écume des jours, les soucis, les préoccupations, les disputes, les soucis d'argent, les honneurs, tels que les lettres de la maturité et les récits des témoins nous les livrent en abondance. L'être que l'on décrit par le menu peut sembler fréquemment accablé de soucis et quelquefois très ordinaire. Face à ce risque de rapetissement de son sujet, le biographe ne sera jamais assez vigilant. S'il ne peut pas éviter l'enlisement, quelquefois, de son personnage dans le quotidien, comme nous tous, il doit, chaque fois qu'il le peut, laisser entrevoir sa grandeur. Car autrement, pourquoi se pencher si patiemment sur sa vie ? Cette exigence de vérité, ces préoccupations éthiques
sur lesquels je viens d'insister longuement ne veulent pas dire que les considérations narratives soient écartées. Parmi les nombreuses questions qui se posent à un biographe, plusieurs sont assez proches de celles du romancier. Je ne pense pas ici à ce genre un peu vieilli qu'est la biographie romancée, avec les dialogues, comme si on y était, et les monologues intérieurs, que je trouve souvent obscènes. On se met à l'intérieur de la tête du grand homme, à quoi il pensait à tel moment. Ce qui m'importe en écrivant, ce n'est nullement de fictionnaliser, d'ajouter une dimension directement romanesque. Ce qui m'importe, c'est de me frayer un chemin à travers la masse immense des témoignages recueillis, des livres lus et des archives consultées. Ce qui m'importe, c'est de construire un récit et de faire apparaître un personnage. C'est de maintenir des surprises et presque du suspense dans une histoire dont chacun connaît la fin. Si mon enquête se veut aussi exhaustive que possible, si je ne crains pas, pendant mon enquête, de laisser digresser les témoins, s'il m'arrive de pousser la recherche sur certains sujets beaucoup plus loin qu'il ne serait nécessaire, je m'accommode assez bien des milliers de choix qu'impose la rédaction finale du livre. Sans arrêt, je déplace, je combine, je sacrifie. J'ai beau ne pas tricher, vérifier les moindres détails, ajouter des notes de bas de page, le Derrida que découvre le lecteur est bel et bien le mien. Certains soucis, dont le lecteur n'a peut-être pas conscience, après tout, pourquoi pas, certains soucis sont de composition. La question, par exemple, des césures entre les grandes parties du livre, les périodes d'une vie, m'a retenu longtemps. De même que l'organisation de chacun des chapitres comme une petite unité. En écrivant, je me suis livré, par exemple, à un jeu permanent et délicat entre la chronologie et les thèmes. Car chaque vie m'apparaît comme un processus essentiellement discontinu. Il y a presque toujours plusieurs fils qui se déroulent en parallèle. On n'est pas tout entier dans une seule action. Les travaux, les rencontres, les amours, les soucis d'argent, de carrière, cheminent parallèlement. Mais si on raconte à chaque instant tout cet enchevêtrement, cela devient inintéressant. Par exemple, pour évoquer une relation, Derrida et Michel Foucault, il faut bien à un moment que je fasse un focus dessus. Seuls quelques moments de crise, quelques tournants majeurs dans une vie, voient tous les aspects et tous les fils se nouer et former véritablement un moment clé. Tantôt historien, tantôt essayiste, tantôt romancier, le biographe, à mon avis, doit savoir changer de ton autant que de vitesse. Son art est d'abord une affaire de rythme. Dans ma biographie de Derrida, j'ai consacré, par exemple, un chapitre entier à la seule affaire de Prague. Ce moment, pour ceux qui ont vu le film, où il est arrêté, accusé de trafic de drogue, lui qui était venu aider les dissidents tchécoslovaques en 1982. Fin 81. Fin 81, début 82. Dans ma biographie, j'ai consacré un chapitre entier à cette affaire, détaillée heure par heure, alors que je rassemble en un seul chapitre les innombrables voyages qui ont occupé le philosophe pendant ces dernières années. J'aurais pu consacrer plusieurs livres rien qu'à ces voyages. Une question d'ordre un peu technique me semble déterminante pour le biographe. Cette question est un peu plus philosophique. Jusqu'où va-t-il dans l'anticipation de ce que deviendra son personnage ? Paul Valéry, notre ami, le notait de manière judicieuse. Je ne sais pas si l'on n'a jamais entrepris d'écrire une biographie en essayant à chaque instant d'en savoir aussi peu sur l'instant suivant que le héros de l'ouvrage en savait lui-même au moment correspondant de sa carrière. C'est une idée extrêmement intéressante. Quand vous décrivez l'enfance de Derrida, vous n'êtes pas obligé de vous le représenter réfléchissant à la déconstruction. Mais beaucoup de gens font cela. Et si nous reconnaissons, etc. Après cette conférence, en rentrant d'aller dîner, je me fais renverser par une automobile et que je trépasse à Tokyo,
on lira cette dernière conférence comme proprement testamentaire, mais au moment où je la prononce, et j'espère évidemment que elle n'a rien. Et le biographe a constamment tendance, et vous imaginez d'ailleurs le poids que prendrait cette anecdote si je me faisais effectivement renverser. Là, nous entrerions dans un labyrinthe. Bon. Dans sa radicalité, un projet comme celui évoqué par Paul Valéry, ne jamais anticiper sur ce que le personnage va devenir, serait presque impossible à réaliser. Il paraîtrait peut-être un peu artificiel. On mettrait très 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 longtemps à découvrir que ce garçon, cet adolescent, cette jeune femme vont devenir quelqu'un d'important. Mais si l'on anticipe sans cesse, à longueur de page, l'œuvre qui va venir, comme le font tellement de biographies, si dès l'enfance et les années de formation, on sent poindre le grand homme ou la grande femme, on se gâte toutes les surprises de l'évolution du personnage. L'art du romancier, sur ce point, est presque immanquablement supérieur à celui du biographe. Car le héros d'un roman ne préexiste pas à la lecture. Nous le voyons naître, grandir et mourir sous nos yeux, au fil des pages et comme en temps réel. Nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir. Alors, ménager des surprises, laisser une chance au devenir, c'est un exercice des plus délicats et des plus nécessaires dans le récit d'une vie réelle dont le lecteur est déjà assez informé au moment où il commence sa lecture. Il est rare qu'on lise une biographie de quelqu'un dont on ne sait rien. L'art du biographe tient aussi au traitement des personnages secondaires. Point trop n'en faut. Mieux vaut qu'on les identifie et qu'on les accompagne sans s'y perdre. Une biographie n'est pas un dictionnaire, et moins encore un annuaire téléphonique, du temps où cela existait. Dans le cas de Derrida, dont le réseau relationnel était démesuré, cela m'a imposé des choix difficiles, drastiques. Les figures déjà connues de la plupart de mes lecteurs potentiels, comme Pierre Bourdieu, Louis Althusser, Maurice Blanchot, Jacques Lacan, sont bien sûr plus faciles à mettre en place. Quelques mots suffisent à les camper. Les autres doivent être présentés brièvement, puis vivre leur vie par petites touches tout au long du livre. Mais de certains correspondants, de certains amis, de beaucoup d'élèves, il ne restera qu'une date, une adresse, un menu fait. À un moment ou à un autre, ils ont été des proches du grand homme, parfois des égaux, parfois même des maîtres. Ils ne seront plus que des silhouettes furtives dans le récit de sa vie. Une autre difficulté, toujours technique pour le biographe, est de ne pas rompre le fil narratif lorsqu'on aborde les grandes œuvres. Je m'efforce donc d'éviter l'analyse détaillée d'un ouvrage, préférant raconter sa genèse, puis sa réception, et n'évoquant le contenu que de façon synthétique. Sinon, mon livre aurait été une introduction à la pensée de Jacques Derrida, ce qui est tout autre chose qu'une biographie. Avec un philosophe ou un savant, cela tient du défi, encore plus que pour un écrivain ou un artiste. Je pense qu'un homme politique serait le plus facile à traiter à cet égard, car son œuvre prend d'emblée la forme d'une action. Elle est inséparable des événements sur lesquels elle prend place. Mais, heureusement pour moi, sinon pour lui, les controverses et les conflits ont tenu une place immense dans la vie de Jacques Derrida. S'il a reçu de nombreux coups, s'il a subi de nombreuses attaques, il ne s'est pas privé lui-même de donner quelques coups. En retraçant les grandes polémiques qui l'ont opposé à Michel Foucault ou l'américain John Searle, en évoquant les affaires, elles sont présentes dans le film autour de Heidegger et de Paul de Man, j'ai eu le sentiment d'une justification particulière de l'entreprise biographique. Car chaque fois qu'elle prend la forme du combat, la pensée se transforme en récit. D'autres difficultés plus insidieuses ne me sont apparues que peu à peu. L'une des étrangetés de la recherche historique, et notamment biographique, c'est le privilège accordé aux traces écrites. Pour évoquer une histoire d'amour ou d'amitié, on est contraint de s'appuyer beaucoup sur la correspondance. C'est-à-dire sur les moments où les protagonistes ne se voient pas. Une relation in presentia, a fortiori une vie commune,
risque d'apparaître moins importante qu'une correspondance avec un ami du bout du monde. Ne parlons pas des jours de solitude, plus inaccessibles encore s'ils n'ont pas donné naissance à une lettre ou une page de journal intime. Paradoxe, les moments les plus décisifs d'une existence sont peut-être ceux qui ont laissé le moins de traces. Là aussi, le roman semble avoir été inventé pour mettre en scène ces moments, tandis que le biographe ne parvient à grand-peine qu'à les suggérer. Et à nouveau, Paul Valéry a pointé ce problème en un passage que je trouve absolument magnifique. Citation. « On écrit la vie d'un homme, ses œuvres, ses actes, ce qu'il a dit, ce qu'on a dit de lui. Mais le plus vécu de cette vie échappe. Un rêve qu'il a fait, une sensation singulière, douleur locale, étonnement, regard, des images favorites ou obsédantes, un air qui vient chantonner en lui à tel moment d'absence, tout cela est plus lui que son histoire connaissable. » Fin de citation. Vous le sentez là, le secret est au cœur philosophique, non seulement de l'écriture biographique, mais de la conception de l'autre. Et Derrida lui-même employait parfois cette formule, dont je ne sais comment on peut la traduire en japonais. Tout autre est tout autre. C'est-à-dire, chaque autre individu est radicalement différent. Il y a dans l'altérité une dimension fondamentale. Et la biographie pourrait entretenir l'illusion qu'enfin nous le connaissons tout entier. Eh bien non, souvenons-nous-en, aussi loin qu'on aille dans le détail et dans les faits, tout autre est tout autre. Je vais bientôt finir, rassurez-vous. L'un des principaux problèmes quand on écrit une biographie tient à la sélection des détails. En explorant les archives, des archives aussi abondantes que celles de Derrida, en rencontrant les témoins, le biographe rencontre des centaines, sinon des milliers de phrases, de faits, d'anecdotes, dont il ne pourra conserver que quelques-uns, ceux qui auront trouvé leur juste place. Les autres devront être abandonnés, à regret quelquefois, parce qu'ils s'intégreraient mal au récit ou le ralentiraient un peu trop. Je me souviens par exemple d'une jolie anecdote, qui n'est pas dans le livre, que m'a raconté Micheline Lévy, la cousine de Derrida, sa cousine préférée. Quand nous nous sommes rencontrés, Micheline Lévy m'a dit, avec une lucidité exceptionnelle chez un témoin, « Vous ne pourrez pas placer dans votre livre l'histoire que je vais vous raconter. » J'étais un peu surpris. Cette histoire remonte à leur adolescence. À Alger, vers 1943, ils ont tous les deux 13 ans, à un moment où les privations alimentaires se font cruellement sentir. Un matin, descendant depuis les hauteurs d'Alger jusque sur la plage de la Poudrière, lieu de rendez-vous des cousins et de toute la tribu Derrida, Micheline murmure à Jackie, comme on l'appelle à l'époque, murmure à Jackie qu'elle a réussi à trouver un œuf. Une chose devenue absolument rarissime à ce moment-là. Il n'y a plus d'œufs à Alger, presque plus. Et, honneur suprême, pour une cousine favorite, elle est prête à le partager avec lui, se mettant à l'écart du reste de la famille. Derrida, enfin Jackie, lui propose d'attendre, de ne pas le manger tout de suite. Comme ça, dit-il, nous aurons le plaisir d'y rêver et donc nous en jouirons bien davantage. Et ce n'est qu'au milieu de l'après-midi, après un déjeuner très minimal, qu'ils se mettent en quête d'un petit coin tranquille dans les rochers pour déguster l'œuf solitaire. Mais lorsque Jackie, avant de l'éplucher, cogne l'œuf sur une pierre brûlante, l'œuf se répand d'un coup, irrémédiablement gâché. Il était cru. Déçu, plus que déçu, catastrophé, désespéré, Jackie se lamente si longuement et si bruyamment que Micheline finit par appeler à la rescousse tous les autres cousins qui soulèvent Jackie et jettent à l'eau le futur philosophe de la différence. La différence est aussi différée, retardée. Dans un roman, une histoire comme celle-là aurait trouvé toute sa place, tant elle peut sembler annonciatrice du tempérament de Derrida et de certains de ses concepts.
Dans ma biographie, où le traitement de l'adolescence est assez synthétique, faute de sources et de témoins, j'ai écrit l'histoire, et puis il m'a semblé qu'elle aurait déséquilibré le chapitre, et j'ai renoncé à m'en servir, donnant raison à Micheline. Mais enfin, je vous la raconte. Il m'est par contre arrivé, en parcourant des milliers de pages d'archives, parfois redondantes, de m'arrêter soudain au milieu d'un carton sur un document qui n'avait l'air de rien, et de lui accorder une large place. C'est ainsi que j'ai tiré un parti conséquent, et je finirai là-dessus, d'un entretien inédit, ou plutôt des réponses de Derrida à une variante du questionnaire de Proust, célèbre questionnaire, que lui avait proposé le journal espagnol El País en 1992. Derrida a répondu, et pour une raison ou pour une autre, il a choisi de ne pas le laisser paraître. C'est qu'il avait l'impression d'en avoir dit trop. Et vous allez le voir, le secret, l'idée de secret, y est évoquée par 2 fois. Je lis les questions, puis les réponses. Quel est pour vous le comble de la mémoire, le comble de la misère? Perdre la mémoire. Où aimeriez-vous vivre? En un lieu où je puisse tout le temps revenir, c'est-à-dire dont je puisse partir. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Garder un secret qu'on ne devrait pas garder. Quel est votre héros de roman préféré? Bartleby, d'Herman Melville. Quelles sont vos héroïnes favorites dans la vie réelle? Là, je garde le secret. Votre qualité préférée chez l'homme? Savoir avouer sa peur. Votre qualité préférée chez la femme? La pensée. Je sens un peu le dragueur, là, quand même. Votre vertu préférée? La fidélité. Moi, je sens un peu le filou. Hein. Votre vertu préférée, la fidélité. Votre occupation préférée? Écoutez. Qui auriez-vous aimé être? Un autre qui se souviendrait un peu de moi. Oh, magnifique, ça. Hein. Qui auriez-vous aimé être? Un autre qui se souviendrait un peu de moi. Ça, c'est ce un peu est tout à fait incroyable. Le principal trait de mon caractère? Une certaine légèreté. C'est pas ce qui a frappé tellement ceux qui le connaissaient. Une certaine légèreté. Mon rêve de bonheur. Continuer à rêver. Mon plus grand malheur. Mourir après ceux que j'aime. Ce que je voudrais être. Un poète. Ce que je déteste par-dessus tout, la complaisance et la vulgarité. La réforme que j'admire le plus, tout ce qui touche à la différence sexuelle. Le don de la nature que je voudrais avoir. Le génie musical. Comment j'aimerais mourir? Par surprise absolue. Ma devise, préférer dire oui. Préférer dire oui, voici une définition inattendue, mais sûrement moins fausse que beaucoup d'autres, de celui qui signait Jacques Derrida.